Bonjour à toutes et à tous, ici Rémi, j'espère que vous allez bien. Chose promis, chose due, voilà, j'avais promis de vous faire une vidéo questions-réponses par rapport aux questions comptables et fiscales. Donc voilà, voici donc la vidéo. Pour ceux qui me connaîtraient pas encore, voilà, je me représente brièvement quand même. Donc je suis Rémi, investisseur immobilier et entrepreneur depuis maintenant à peu près 7 ans, oui, 7 ans, ça commence à faire. Voilà, je suis ancien comptable. Voilà, et donc si vous voulez, voilà, donc depuis que j'ai arrêté d'être salarié, tout simplement, il y a déjà quelques années maintenant, j'ai tout simplement voilà, décidé de vous faire partager, voilà, de faire partager tout simplement voilà, mon savoir, mon expérience dans la thématique comptable et fiscale, afin de vous aider tout simplement voilà, à appréhender les meilleurs choix, ou du moins les choix qui vous correspondent sur ces thématiques voilà, que sont tout simplement la comptabilité et la fiscalité. Cette vidéo est la première d'une série que j'ai intitulée Questions pour un comptable. Donc si vous, à la suite de la vidéo, si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas voilà, à lâcher votre pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir, et puis vraiment ça m'incitera vraiment pour le coup, voilà, vous faire d'autres vidéos si vous avez apprécié. N'hésitez pas également à cliquer sur la cloche, puis à vous abonner. Voilà, bah écoutez, je vous propose maintenant de passer aux questions. Passons à présent à la première question. Donc première question de Marie-Élise. J'ai deux clients qui se font matraquer fiscalement, TMI à 40%. L'un veut investir en Pinel, mais je lui déconseille fortement, car la plupart du temps, dans ce genre d'opération, dans le Pinel neuf, la revente se fait à perte, avec une moins-value à la clé. Que faire? Alors, Marie-Élise, effectivement, oui, c'est vrai que la plupart du temps, au niveau des Pinel dans le neuf, effectivement, ils le vendent trop cher, donc ce qui fait que non seulement il n'y a pas de rendement, mais voilà, potentiellement, à terme, ils vont se prendre, enfin, tu prends une moins-value. Première solution, sinon, pour tes clients, tu peux très bien leur faire une opération classique hein, d'achat dans l'ancien, et sous le régime fiscal du déficit foncier. Donc tu leur fais acheter un bien ancien avec beaucoup de travaux pour simplement que ça génère un déficit qui viendra s'imputer sur les loyers de location nus, d'accord, les revenus fonciers, et aussi s'ils ont d'autres revenus à côté, à hauteur de 10 700 euros, tu pourras bien imputer tout simplement le déficit sur les autres revenus. Voilà, étant donné qu'ils sont imposés à 40%, là oui, c'est très intéressant. Voilà, première solution. Sinon, deuxième solution, je ne sais pas si tu la connaissais, tu peux faire une opération qu'on appelle le Pinel ancien. Tout simplement, qu'est-ce que c'est? Tu achètes un bien dans l'ancien, d'accord? Par contre, qui répond à certains critères pour pouvoir être éligible au dispositif, d'accord? Et sur le fait tout simplement auquel tu pourras appliquer le dispositif Pinel. Donc dans l'hypothèse de départ que tu nous as mis, finalement on vient effacer ta problématique, à savoir que à la revente, non seulement du fait que tu as acheté dans l'ancien, tu n'auras pas de moins-value, ou du moins, voilà, si tu achètes correctement, tu vas faire une plus-value. Et au niveau en cours de vie du bien, si tu veux, du fait que tu as acheté dans l'ambien, alors ce qu'il faut que tu fasses au cours de la vie du bien, c'est qu'il faut bien par contre que tu regardes au niveau de ta zone, euh, il faut qu'en fait le loyer, dans l'idéal, hein, vraiment, il faut que le loyer de marché de la zone corresponde en fait au loyer qui correspond à la grille de défiscalisation du dispositif Pinel en fait. Voilà, si tu arrives à faire coller, si tu arrives généralement à faire coller ça, 90% du temps, c'est une top opération. Voilà. Donc j'espère avoir répondu en tout cas à ta question, hein. N'hésite pas si tu as des précisions, tu me demandes des précisions, n'hésite pas à laisser un petit commentaire ou à laisser un petit message sur le groupe. Alors, question suivante, question cette fois-ci, alors toujours un petit peu en rapport avec le Pinel, question de Luc. Luc qui nous dit: je suis locataire Pinel et souhaite devenir propriétaire bailleur. Est-ce que cela pose un problème? Eh ben écoute Luc, la réponse est non, ça ne pose aucun problème. C'est pas parce que tu loues un logement qui est mis sous un dispositif dit social que ça t'empêche d'acheter un appartement en tant que bailleur, et puis de le mettre en location. Voilà, donc j'espère avoir répondu à ta question. Question suivante. Alors cette fois-ci, question de Julien. Concernant les SI et l'IS, je souhaite des détails sur les amortissements.
quelle partie, à quel taux, sur quelle durée? Bien. Julien, bon, à mon sens, si tu fais de la location traditionnelle, d'accord, donc la location longue durée, il y a une grille sur le bulletin officiel des impôts, d'accord, tu l'appliques, tu t'embêtes pas, d'accord, si vraiment tu veux en tout cas être tranquille, si tu as la phobie absolue, voilà, comment dirais-je, du contrôle fiscal, tu appliques cette grille, tu seras jamais embêté, voilà, tout simplement, tu as tout, les durées, excès des taux, les durées, etc., d'accord. Après, à partir du moment où tu fais de la colocation, et encore, la colocation, je le mettrais plus aussi avec, dans la catégorie avec la location longue durée, ou bien si tu fais pour le coup de la location courte durée, d'accord? Pour moi, très clairement, tu peux te permettre d'amortir davantage, ok? Alors pourquoi on peut se permettre d'amortir davantage? Tout simplement, pourquoi? Parce que la règle fiscale dit, si tu veux, au niveau des amortissements, que le fiscal s'aligne sur le comptable. C'est la règle de base, c'est toujours ainsi. Ça a toujours été ainsi, d'accord? Après, si le fisc veut mettre des exceptions, comme ça a été le cas pour les locaux d'habitation, d'accord? Tu appliques la grille du fisc, d'accord? Mais la règle de base, c'est, à défaut de dire le contraire, c'est le fiscal s'aligne sur le comptable, d'accord? Que dit la règle comptable? La règle comptable, elle dit, tu amortis sur la durée d'utilisation prévue du bien. Donc en gros, pour faire très simple, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, bon, c'est nous qui décidons, d'accord? Bien entendu, il ne faut pas abuser, il faut que la durée d'utilisation prévue soit, comment dirais-je, ne soit pas déconnante, on va dire, d'accord? De tout ça, comment moi j'en déduis la chose? Location longue durée, voire colocation, on applique, à mon sens, on applique la grille du fisc, ok? Pour tout ce qui est location courte durée, ou alors, dans les autres cas, si voilà, le contribuable est prêt à prendre un minimum de risque, d'accord, tout simplement, en fait, on applique la règle comptable qui dit on met sur la durée d'utilisation. Donc, en fait, on choisit. Qu'est-ce que je recommande? Qu'est-ce qui se pratique concrètement en cabinet? Raisonnablement, on ne va jamais en dessous de 20 ans pour amortir le bien. D'accord? Donc la structure du bien, c'est-à-dire le bâtiment, hein, le prix du bien que tu achètes, on l'amortit maximum sur 20 ans. On va jamais en dessous de 20 ans. D'accord? On peut l'amortir sur 25, 30, 50 ans, tout ce que tu veux après 20 ans, mais pas avant. Moi, je recommande personnellement de prendre, si vous avez un prêt sur 20 ans, vous amortissez sur 20 ans, si vous avez un prêt sur 25 ans, sur 25 ans. J'en ai discuté plusieurs fois avec des inspecteurs quand j'étais en cabinet à l'époque. Je leur demandais tous un peu, je leur posais la question justement, qu'est-ce qu'ils en pensaient, notamment pour la courte durée. Très clairement, je te donne la citation de ce qu'on m'a répondu quasiment au mot près. On me disait, Monsieur le comte, honnêtement, vu de l'explication voilà, que vous venez de sortir par rapport à la question courte durée, qu'il y a un usage plus intense, j'entends parfaitement que ouais, si vous amortissez sur la durée du prêt de 25 ans, je l'entends parfaitement. Par ailleurs, de vos amours, monsieur le comte, euh, si vraiment on vient je cite, hein, si vraiment on vient vous embêter pour des amortissements, c'est vraiment, mais alors vraiment, qu'on n'aura rien trouvé dans votre dossier, et que c'est vraiment parce qu'on doit vous trouver quelque chose. Voilà, fin de citation, fin de quasi-citation, voilà. Donc, voilà, tant qu'on est cohérent, tant qu'on n'abuse pas, c'est-à-dire qu'on n'amortit pas sur 10 ans un bien à 500 000 euros, hein, parce que là, faut pas déconner non plus. Voilà, pas de problème particulier à ce niveau-là. La partie terrain non amortissable. Alors, la partie terrain, moi personnellement, ça a toujours été 10%, sauf dans les grandes villes, du style Paris, où là, Paris, j'hésite pas à mettre 20, voire 25% en fonction du quartier. Et je mets aussi dans les villes, sur notamment tout ce qui va être Lyon, dans les quartiers un peu huppés de Lyon, j'hésite pas aussi à monter. Après, raisonnablement, dès qu'on est sur des petites métropoles, je sais pas, par exemple Nantes, Annecy, ouais, quoique non, Annecy, c'est un peu particulier aussi. Je vais plutôt Nantes, Nancy par exemple, ou même Dijon. Raisonnablement, vous amortissez, vous prenez 10, enfin voilà, vous prenez 10% du bien au niveau de la valorisation. Aucun problème particulier, hein, voilà. Alors, question suivante. Question suivante de Céline. Le sujet LMNP semble intéressant à creuser.
Alors Céline, oui, le LMNP, hein, donc le régime de l'allocation meublée non professionnelle, oui, est un bon régime fiscal, particulièrement pour démarrer, hein. Moi personnellement, j'ai démarré en tant que loueur meublé non professionnel. Voilà, c'est un bon régime. Après, il faudra te poser juste la question à un moment ou à un autre, est-ce que tu veux pousser plus loin dans l'investissement immobilier ou pas? Parce que si c'est le cas, tu passeras forcément un jour LMP. Donc du moins, il y a de bonnes chances que tu passes LMP et ça se prépare. Très clairement, ça se prépare si tu veux pas te faire assassiner ou fracasser. Voilà, donc pour démarrer, en tout cas, le LMNP est très intéressant parce qu'il permet de générer des loyers défiscalisés. Ça ne vient pas défiscaliser tes autres revenus, mais en tout cas, voilà, tu ne payes pas pendant quelques années d'impôts sur tes loyers. Alors, question suivante, question de Sabrina. Alors, peux-tu nous faire un topo sur le LMP, la location meublée professionnelle? Alors, Sabrina, c'est pas que je veux pas, sauf que c'est un sujet vaste, que j'adore, hein, personnellement. Pour moi, le LMP est un super statut. C'est pour moi tout aussi puissant, voire peut-être plus que la holding, raisonnablement. J'adore ce statut qui permet vraiment, je trouve que c'est un statut qui permet de générer une synergie assez incroyable. D'ailleurs, Sabrina, j'avais remarqué dans les messages Facebook que tu avais changé de méthode de comptabilisation des frais d'acquisition. Tu étais passé de charge vers amortissement. Personnellement, j'ai du mal à comprendre pourquoi tu as fait ça. Enfin, si, je peux le comprendre. Par contre, c'est vrai que je trouve pas ça forcément top. Parce que tout simplement, le problème, c'est qu'en faisant ça, tu seras jamais en déficit. Puisque les amortissements en location meublée ne viennent jamais créer ou aggraver un déficit existant ou à créer. Ce qui fait que là, en fait, dans tous les cas, le meilleur scénario que tu puisses avoir en ayant opté pour l'amortissement des frais d'acquisition, c'est de te retrouver avec un résultat nul, en fait, nul, et donc oui, tu paierais pas d'impôts, mais tu pourrais pas imputer sur les autres revenus. Donc non seulement ça, mais surtout après, derrière, ce n'est que mon avis, hein, ce n'est que mon opinion, mais pour moi, tu te prives d'un énorme potentiel d'optimisation à côté. Alors si tu veux faire que de l'immobilier pépère, vraiment ce que je qualifie en mode pépère, voilà, t'achètes un tous les 5 à 10 ans, bon, pourquoi pas. Après, si tu veux accélérer, vraiment en avoir plus, pour moi, c'est peut-être pas forcément le meilleur des choix. Voilà. Mais bon, il faudrait que je fasse un topo sur le LMP, effectivement, assez complet. Bah, d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous voulez, n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse de tout savoir sur le LMP que j'adore. Pour moi, c'est vraiment le statut. Je comprends pas que le LMP ait aussi mauvaise presse. C'est vraiment, je pense que c'est parce qu'il doit avoir une énorme incompréhension. Parce que à mon sens, c'est vraiment le régime au cœur de qui est au cœur de toute la stratégie patrimoniale. Enfin, il fait tout, il fait tout. C'est une stratégie patrimoniale. Euh, Avec le LMP, si tu veux, mon point de vue pour le LMP, c'est une stratégie, en fait, si tu veux, tu le fais, tu vas acquérir du patrimoine. À un moment donné, tu es obligé de faire du LMP, parce que c'est une stratégie qui en fait t'oblige à avoir une approche patrimoniale et à créer du patrimoine en permanence, ça jusqu'à ce que soit tu décides d'arrêter, soit jusqu'à ta fin, jusqu'à ton décès, quoi, hein, tout simplement. Euh, donc ouais, pour moi c'est un excellent régime. J'espère avoir répondu à ta question, enfin du moins t'avoir apporté des petites précisions. Bon, pire, de toute façon, si tu es toujours dans le délai de 3 ans, tu peux toujours rechanger, même si bon, c'est pas forcément un peu embêtant pour le compte, pour le coup. Alors, ensuite, nous avons une question de Philippe. Peux-tu nous faire un comparatif LMNP versus LMP? Beaucoup en ont peur, mais cela peut être intéressant. Du moins, ça pourrait l'être. Oui, Philippe, hein, comme je disais à Sabrina juste avant, effectivement, le LMP, moi personnellement, voilà, je prône clairement le LMP, hein. Pour moi, si tu veux continuer à te développer tout en défiscalisant,
c'est pour moi, c'est un des régimes à avoir, obligatoirement, hein. Là, je parle pour moi, hein, enfin, je parle pour moi en tout cas, c'est mon avis. Au niveau du comparatif, pour faire très brièvement, hein, je ne peux pas rentrer dans les détails de cette vidéo, parce qu'il faudrait plusieurs vidéos pour vraiment faire le comparatif, enfin, le comparatif détaillé, explicatif. Mais très simplement, en fait, si tu veux, donc, quand tu es non professionnel, tu ne peux pas imputer tes déficits sur tes autres revenus, d'accord? Et tout simplement, en fait, même si tu es déficitaire, enfin, tu peux pas, en tout cas, tu peux pas imputer tes déficits sur les autres revenus, d'accord? Chose que tu peux faire en LMP, quand tu es professionnel, d'accord? Donc, si par exemple, en gros, tu touches 10 000 euros, 20 000 euros de salaire à côté, bah, si tu as un déficit LMP, tu peux venir absorber simplement tes revenus imposables, ton salaire imposable pour le coup, d'accord? Donc ça c'était pour la partie traitement du résultat. Autre chose, donc sur la plus-value, donc d'un côté tu as la plus-value des particuliers quand tu es non professionnel, donc tout simplement c'est quoi sur ta plus-value? On va appliquer tout simplement le taux de 19% plus 17,2 de prélèvements sociaux, ce qui va te faire du 36,2 global auquel, en fonction du nombre d'années que tu détiens le bien, on va appliquer un abattement, d'accord, pour tout simplement baisser l'imposition. Plus tu vas le garder, l'idée c'est que plus tu vas le garder dans le temps, moins tu perds un impôt, d'accord? Alors que quand tu es en LMP, tu es sur une plus-value professionnelle. Alors, la plus-value pro en LMP, c'est plus subtil. C'est plus subtil. On va faire une distinction entre la plus-value, ce qu'on appelle, voilà, je te fais brièvement, hein, mais je peux pas rentrer dans le détail au sein de cette vidéo. Mais brièvement, on va avoir une plus-value professionnelle qui se décompose en deux composantes. La plus-value court terme, d'accord? Cette plus-value, quel va être son taux d'imposition? En fait, on n'en sait rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette partie de plus-value est intégrée à ton résultat fiscal, d'accord? Enfin, comptable et fiscal, d'accord? Deuxième chose, deuxième composante de la plus-value, on a la plus-value long terme, d'accord? Donc cette plus-value long terme, pour faire simple, pour faire simple, c'est un taux fixe, hein, qu'on applique, hein, donc on va appliquer un taux fixe, donc s'il va être, si ma mémoire est bonne, de mémoire, 30, je crois que ça doit être 30% en global, 30% en global. Et pareil, tu as une durée d'abattement pour durée professionnelle, c'est-à-dire qu'à partir de la sixième année, tu peux abattre 10% sur ta plus-value pro, d'accord, à long terme. Donc ça veut dire qu'en gros, bah, tu es exonéré de plus-value professionnelle au bout de 15 ans, hein, très brièvement, ou bien si tu veux être exonéré de plus-value globalement, tu peux si tu rentres dans les critères de l'exonération de l'article 151 septise, tu peux, au bout de 5 ans, être exonéré de plus-value professionnelle, qu'elle soit aussi bien à long terme qu'à court terme. Voilà. Sachant que, par contre, on appliquera toujours les charges sociales sur la partie plus-value court terme, puisque vu que ça rentre dans le résultat comptable et fiscal, ça va se retrouver aussi au niveau du résultat social. D'accord? J'espère avoir été clair. J'ai fait assez rapidement, voilà, c'est juste pour en parler. Si tu as des questions, tu veux plus de détails, n'hésite pas. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup la plus-value pro de LMP. Je trouve qu'on peut faire pas mal de choses assez sympathiques. Voilà, pour défiscaliser. Pour la défiscaliser, on a déjà ce qui existe de base, et après même tout simplement, si tu veux, ce qui est puissant aussi, c'est que du fait que en rachetant des biens ou en générant de la charge, tu peux venir neutraliser la plus-value court terme, même si t'as pas, comment dirais-je, si tu ne bénéficies pas comment dirais-je, de l'exonération de l'article 151 septise. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si, les charges sociales, bah, bien sûr, on a en non professionnel pas de charges sociales, en LMP charges sociales, les charges sociales. Ah, les charges sociales, c'est mon... Comment dirais-je? Tout le monde en a peur, ouais, c'est peut-être bien, je crois, l'élément clé du régime et qui fait que ce régime LMP est aussi puissant. Vous me direz hein, vraiment si vous voulez des vidéos sur l'LMP, mais en tout cas, avec le... Pour moi, en fait, l'histoire des charges sociales est un faux... Non seulement c'est un faux problème, mais en plus de ça, à mon sens, c'est une opportunité complètement incroyable. Une opportunité incroyable qui va au contraire venir défiscaliser davantage, tout simplement défiscaliser en fait davantage enfin, votre situation. Voilà.
J'espère avoir répondu à tes questions, du moins en tout cas dégrossi, hein, parce que tu m'as demandé un rapide comparatif. N'hésite pas, en tout cas, voilà, s'il y a besoin de précision ou si vous voulez voilà, des vidéos sur le LMP ou autre chose, hein, je regarderai, puis en fonction de la demande, pourquoi pas, je ferai des vidéos sur la thématique. Alors, question de Prépa Annecy. Il y en a deux d'ailleurs. Alors, question. Je cherche à m'informer sur la plus-value LMP avec un chiffre d'affaires inférieur à 90 000 euros. Alors, je pense l'avoir traité précédemment. Donc, si tu veux, en fait, voilà, avec l'exonération de l'article 151 septise, tout simplement, tu seras exonéré d'impôt sur la plus-value professionnelle si ton chiffre d'affaires est inférieur à 90 000 euros. D'accord? Et il faudra avoir pour ça, pour en bénéficier, avoir exercé l'activité en tant que LMP pendant au moins 5 ans. Voilà. Donc je pense avoir répondu à ta question. Et ta deuxième question, c'est un petit peu plus technique. Je suis LMP en 2020. Un des locataires quitte le logement. Puis-je basculer l'appartement et le loyer en nu? Quelles sont les conséquences fiscales? Alors, question intéressante. Donc tu es LMP en 2020. Donc je suppose que je vais supposer en tout cas que tu es au régime réel, donc tu as inscrit le bien à l'actif du bien. Ce qui va se passer, c'est quand tu vas passer en location nue, tu vas devoir constater, tu vas devoir sortir le bien de l'actif, ok? Or, tu passes d'un patrimoine professionnel vers un patrimoine privé, puisque tu vas le mettre en location nue, donc il sera soumis au régime des revenus fonciers. D'accord? Ça, c'est si tu veux, ce transfert, ce passage du patrimoine professionnel vers le patrimoine privé, c'est ce qu'on appelle le régime des biens migrants. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si tu veux, il va falloir, quand tu vas sortir l'actif, donc ton appartement de l'actif de ton bilan, il va falloir bah, il va falloir que tu le sortes et donc tu fasses toutes les conséquences fiscales inhérentes, donc tu constates une plus-value professionnelle. Alors, tu vas me dire, oui, mais je le revends pas, je me le revends pas. C'est le problème. Voilà. Donc, à toi de voir si le jeu en vaut la chandelle. C'est à étudier. Je suis pas forcément convaincu sur le coup, hein. Je connais pas tes chiffres, donc je peux pas t'en dire davantage. Mais voilà, c'est pas forcément la meilleure option. Voilà. J'espère voilà, avoir répondu à ta question. Alors, dernière question, on va prendre celle. Alors, question de Eric. Alors, oula, un petit peu. Alors, je vous la lis, hein, elle est assez longue. Bonjour à tous, LMP dans le couple et cotisation sociale. Je suis en train d'essayer de tirer les choses au clair si c'est faisable. Dans un couple pacsé, imposition en commun, ayant chacun des biens en propre location meublée longue durée. Au niveau fiscal, c'est simple. On suppose que les conditions sont remplies pour être LMP fiscal. Recette LMP, LMNP du couple supérieur à 23 000 euros et revenus clairs des salaires, et blablabla. Pour les impôts, c'est simple. Ok, chacun est LMP, mais pour la sécurité sociale. Ok, donc on va avoir une question plus par rapport aux charges sociales depuis cette année. Le code de la sécurité sociale s'est aligné sur le code des impôts, mais pour la Sécu, il n'y a pas de déclaration commune. Et suivant le code de la sécurité sociale, on parle de personnes, d'individus. Donc si on applique le code, les deux sont LMP fiscaux, mais au niveau social, l'un peut être LMNP, par exemple 15 000 euros de recettes, et l'autre LMP social. Est-ce que je me trompe? Et si je me trompe, et que l'on regarde au niveau du couple, comment cotiser si l'un des LMP du couple fait 10 000 euros de bénéfice et l'autre 10 000 euros de perte par charge? Est-ce que tu pourrais nous étudier cela, Rémi? Alors, pour faire simple, Eric, pour faire très simple, cette question, elle est simple. Donc, effectivement, bon, ce qui est pratique, c'est que plus le temps avance, plus finalement le régime LMP est clair aussi bien d'un point de vue fiscal que social, d'accord? Donc, socialement, comment que ça se passe dans ton couple en étant marié? Lorsque vous avez une imposition commune, c'est très simple. Donc, fiscalement, on apprécie, comme tu l'as mentionné, le statut LMP, donc pour le foyer fiscal. Donc, ce qui indique si le foyer fiscal est composé de deux personnes, bah, les deux personnes seront LMP, d'accord? Ensuite, voilà, donc fiscalement, voilà, les deux seront LMP. Donc socialement, comment que ça se passe? Eh ben, c'est très simple. Pour faire simple, les deux, oui, seront LMP, donc oui, les deux vont cotiser aux charges sociales. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Toutefois, comment donc ça se calcule? C'est très simple, on va prendre en fait simplement la cote-part, on va prendre en compte simplement la cote-part de résultats
que chacun en fait dans le cas d'une indivision par exemple, des co-indivisaires va avoir, d'accord? Donc ce qui fait que chacun va, finalement des membres du foyer fiscal va avoir son résultat fiscal propre, et il est sous comment dirais-je, s'il est assujetti à la cotisation minimale, et ben, la personne du couple paiera donc la cotisation minimale. Donc, pour faire très simple, tu peux te retrouver dans une situation où, en fonction de ta quote-part avec ta compagne, d'accord, sur les biens que vous avez en commun, tu peux te retrouver, je prends un exemple, je dis n'importe quoi, mais c'est juste un exemple fictif. Supposons que tu as 70% et ta compagne a 30%. Pour une raison X, Y, je ne cherche pas à savoir. Et bah donc, toi, au niveau du résultat, tu vas être imposé sur 70% du résultat. Donc si tu n'es pas dans la cotisation minimale, tu paieras des charges sociales à hauteur de ce résultat, d'accord? À peu près 45%. Et ta femme, par exemple, bah, si elle, qui aurait 30%, hein, ne me demande pas pourquoi, c'est un exemple fictif, elle aurait 30%, serait soumise à cotisation minimale, et bah paierait la cotisation minimale. Voilà, tout simplement. Euh, ce qui est, voilà, ce qui est pas plus mal au final, puisque si tu veux, du fait que vous êtes deux, indirectement, si à deux vous générez un certain résultat fiscal, bah, quelque part en fait vous divisez en deux. Donc ça peut être bien au niveau de la cotisation minimale, dans le sens où indirectement ça vous rehausse en fait, ça vous rehausse. Ça veut dire que vous pouvez mettre plus de résultats fiscal pour finalement payer une cotisation minimale, voilà, d'être pris dans l'effet proportionnel des cotisations sociales. Voilà. J'espère avoir été clair. Donc pour faire simple, en fait, voilà, tu payes des charges sociales à hauteur de la quote-part. Enfin, vous payez tous les deux, hein, donc des charges sociales à hauteur de la quote-part que vous avez chacun dans le résultat fiscal. D'accord? Voilà. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et puis bon, je pense avoir été assez clair pour le coup. Eh bien, nous voici arrivés à la fin de la vidéo. Merci de l'avoir visionné. Vous pouvez me retrouver sur mon groupe Facebook ou sur celui d'Odile, que je remercie au passage, et dans lequel voilà, je suis modérateur. Je vous mettrai les deux liens, enfin voilà, les liens des groupes dans la description. Voilà, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Ceci était là pour moi la première vidéo que je faisais sur YouTube. Je vous avoue que l'exercice a été un petit peu délicat. Voilà, c'était une expérience assez intéressante. Voilà, en tout cas, bon, n'hésitez pas si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos sur la comptabilité, la fiscalité, sur des thématiques plus précises. Voilà, ce sera avec plaisir. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite en tout cas une excellente journée, et au plaisir de vous retrouver dans le prochain épisode. Allez, au revoir.